Tout a basculé avec un appel téléphonique. C'était un jeudi matin tranquille à Marseille, quand j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Mes 2 enfants, Lucie et Mathieu, n'étaient pas rentrés de l'école la veille. Au début, j'ai supposé qu'ils étaient avec leur tante Carole, la sœur de mon défunt mari, qui avait l'habitude de les récupérer sans prévenir. Mais lorsque les heures ont passé sans réponse à mes messages ou à mes appels, la panique s'est installée comme un nuage d'orage sur la Méditerranée. Il était 9 heures quand j'ai décidé d'agir. Mon appartement, d'habitude rempli des rires et du mouvement constant de mes petits, semblait vide et silencieux, trop silencieux. Lucie, à 12 ans, remplissait toujours la maison de sa musique et de ses histoires. Mathieu, à 8 ans, ne cessait jamais de courir ou de jouer avec ses voitures de collection. Leur absence était comme un cri au milieu du silence. J'ai pris les clés de la voiture et j'ai conduit jusqu'au quartier du Panier, où Carole avait son appartement. Les rues étroites et les façades colorées défilaient en un flou, tandis que mon esprit passait en revue toutes les possibilités. Un accident? S'était-il perdu? Ou Carole avait-elle décidé, une fois de plus, de prendre des décisions concernant mes enfants sans me consulter? Depuis que Michel était mort il y a 2 ans dans ce terrible accident sur l'autoroute, Carole avait tenté de s'immiscer dans notre vie. Au début, ses intentions semblaient de bonnes. Elle apportait à manger, m'aidait avec les enfants pendant que je faisais des gardes doubles à l'hôpital comme infirmière. Mais avec le temps, ses visites étaient devenues envahissantes. Ses commentaires plus critiques, ses regards plus réprobateurs. « Ils ont besoin d'une figure masculine », me disait-elle. « Tu devrais les laisser rester avec moi les week-ends. Tu dois refaire ta vie. » Ces paroles cachaient toujours une accusation. Je n'étais pas suffisante pour mes enfants. Je me suis garée devant son immeuble haussmannien et j'ai monté les escaliers 4 à 4. J'ai sonné plusieurs fois, frappé à la porte avec le poing. Quand elle a finalement ouvert, mon cœur a raté un battement. Son expression disait tout. Un sourire satisfait qui m'a glacé le sang. « Où sont mes enfants ?» ai-je demandé, en essayant de contrôler le tremblement dans ma voix. Carole s'est appuyée contre le chambranle de la porte, avec ce calme irritant qu'elle avait toujours eu. Elle était impeccablement vêtue, comme si elle attendait ma visite. « Ne t'en fais pas, » dit-elle d'un ton condescendant. « Ils sont en parfaite sécurité. Je les ai inscrits dans un pensionnat, loin d'ici. » Je suis restée figée, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Le monde a semblé s'arrêter sous mes pieds. « Tu as fait quoi? Sans me demander ?» Son sourire s'est élargi cruellement. « Maintenant, tu ne peux plus rien faire. C'est déjà fait. » J'ai senti l'air quitter mes poumons. La trahison m'a frappée comme un coup de poing dans la poitrine. Carole, qui avait un jour promis de m'aider après la mort de Michel, avait éloigné mes enfants, sans permission, sans préavis. « Tu n'en as pas le droit. » ai-je réussi à articuler. « Je suis leur mère. Tu ne peux pas simplement les emmener. » Carole a croisé les bras sur sa poitrine. « Michel m'a désignée comme tutrice légale au cas où il t'arriverait quelque chose. Et franchement, Isabelle, il t'est arrivé quelque chose. Tu es absente, tu travailles trop, les enfants ont besoin de stabilité. »« Ce n'est pas vrai !» ai-je crié, sentant les larmes menacées de déborder. « Les enfants vont bien, nous allons bien. »« Vraiment ? Lucie est en difficulté en maths, Mathieu a du mal à se faire des amis. Ton appartement est toujours en désordre. Tu as à peine de quoi payer les factures. » Chaque mot était comme une aiguille. Le pire, c'est que certains contenaient une part de vérité. Ça avait été difficile, presque impossible parfois. Mais jamais, même dans mes pires moments, je n'avais envisagé de m'éloigner de mes enfants. « Dis-moi où ils sont » ai-je exigé, cette fois avec plus de fermeté. C'est une bonne école en Bretagne. Ils aimeront la campagne, l'air frais. S'éloigner de cette ville leur fera du bien. La Bretagne, c'est à l'autre bout du pays. Ma voix s'est brisée. Carole, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Son ton était définitif. J'ai les papiers signés par Michel. J'ai une autorité partagée et j'ai pris une décision pour le bien des enfants. J'ai tourné les talons et je suis partie, la rage bouillonnant sous la surface. Mais je savais que j'avais besoin de plus que de la colère. J'avais besoin de réponses. Et j'avais besoin d'un plan. Le retour à la maison fut un brouillard de larmes et de rage. Les rues de Marseille, d'habitude si accueillantes, semblaient maintenant hostiles. J'ai pensé à mes enfants, se réveillant dans un lieu inconnu, se demandant pourquoi leur mère n'était pas là pour les serrer dans ses bras. Je suis entrée dans notre petit appartement et je me suis effondrée sur le canapé.
Le silence était assourdissant. Sur la table basse, des photos de Lucie et Mathieu me regardaient en souriant. Sur l'une d'elles, nous étions tous les 4, Michel, les enfants et moi, sur les plages du Prado, le dernier été avant l'accident. Nous étions heureux alors, complets. J'ai séché mes larmes et j'ai pris le téléphone. J'avais besoin d'une aide professionnelle. J'ai cherché des avocats spécialisés en droit de la famille à Marseille et j'ai pris rendez-vous pour le lendemain matin. Je ne savais pas si j'avais la moindre chance contre Carole et ses prétendus papiers signés, mais je devais essayer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon esprit repassait sans cesse les paroles de Carole, cherchant une fissure, une contradiction. Et puis je me suis souvenu de quelque chose. Michel avait mis à jour son testament peu avant de mourir. Était-il possible que Carole ne soit pas au courant de ce changement? Ou pire encore, qu'elle le sache et l'ait caché. Avec cette petite étincelle d'espoir, j'ai attendu impatiemment le lever du jour, déterminée à récupérer mes enfants, quoi qu'il en coûte. Tu ne peux plus rien faire. Le lendemain, je suis retournée chez elle, calme en apparence, mais avec une tempête à l'intérieur. L'avocat que j'avais consulté ce matin-là, maître Rémi Blanchard, m'avait conseillé de rassembler toutes les informations possibles avant d'engager des poursuites. Je devais savoir exactement quels documents Carole possédait et, si possible, découvrir l'emplacement exact du pensionnat. J'ai frappé 3 coups fermes à la porte. Cette fois, Carole a mis du temps à ouvrir, comme si elle se demandait si cela valait la peine de m'affronter à nouveau. « Tu es revenu », dit-elle finalement, en n'ouvrant que juste assez pour que je voie son visage. Elle ne souriait plus, mais gardait cette expression de supériorité qui me mettait en fureur. « Il faut qu'on parle », ai-je répondu avec un calme que je ne ressentais pas. Puis-je entrer ? Elle s'est écartée à contre-cœur, me laissant entrer dans son salon impeccable. Tout dans son appartement était parfait, les coussins parfaitement placés, les magazines classés par taille, pas un grain de poussière en vue, si différent de mon foyer, où les jouets de Mathieu étaient souvent éparpillés sur le sol et les livres de Lucie occupaient chaque surface disponible. « Pourquoi as-tu fait ça ?» ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. Qu'est-ce qui pourrait justifier quelque chose d'aussi cruel ? Carole s'est servi un verre de vin sans m'en offrir. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres, illuminant le liquide rouge comme s'il s'agissait de sang. Cruel ? Elle a eu un petit rire. Ce qui est cruel, c'est de voir comment vivent ces enfants. Tu t'en sors à peine, Isabelle. Ils ont besoin de structure, d'une véritable éducation. Toi, tu es en train d'échouer. Ces mots m'ont blessée plus que je ne l'aurais cru. Un bref instant, je me suis demandé si elle avait raison. Depuis la mort de Michel, j'avais lutté pour équilibrer le travail, le deuil et l'éducation des enfants. Mais jamais, pas une seule fois, je n'avais envisagé de les envoyer au loin. Nous étions une famille, peut-être brisée, mais toujours unie par l'amour. Et maintenant, elle m'avait volé ça. « Ce n'est pas vrai !» dis-je en ravalant le nœud dans ma gorge. « Mes enfants sont heureux. Nous avons des difficultés, comme n'importe quelle famille, mais nous sommes ensemble. C'est ce qui compte. » Ensemble ? Combien d'heures passes-tu vraiment avec eux, Isabelle ? Entre tes gardes à l'hôpital et ton épuisement ? Quand as-tu aidé Lucie avec ses devoirs pour la dernière fois ? Ou joué avec Mathieu sans regarder l'heure ? Chaque question était comme un poignard. Le pire, c'est qu'elle avait en partie raison. Il y avait des jours où j'arrivais si épuisée de ma garde que je pouvais à peine garder les yeux ouverts pendant le dîner. Des nuits où les cauchemars de l'accident de Michel me tenaient éveillée jusqu'à l'aube, me faisant fonctionner comme un zombie le lendemain. Ce n'est pas parfait, ai-je admis, mais je les aime, et ils m'aiment. C'est plus important que d'avoir une maison bien rangée ou que je puisse les aider pour chaque devoir. Carole a posé son verre sur la table basse en verre avec un bruit sec. L'amour ne suffit pas, Isabelle. Les enfants ont besoin de plus que ça. Ils ont besoin de discipline, de structure, d'opportunités. Dans ce pensionnat, ils auront tout ça. Des cours de musique, du sport, la nature. Ils n'ont pas besoin d'être à des centaines de kilomètres de leur mère pour avoir des opportunités. Ma voix s'est élevée. Ce dont ils ont besoin, c'est de leur foyer, de leur famille. Carole s'est levée et s'est approchée de la fenêtre, me tournant le dos. Un instant, j'ai cru que j'avais réussi à la raisonner. Mais quand elle s'est retournée, son visage rayonnait d'un plaisir presque malicieux. « Tu ne peux pas les récupérer », dit-elle avec une conviction absolue. « J'ai une procuration.
Tu te souviens de ce que Michel a signé avant de mourir? Mon cœur s'est serré. Oui, je m'en souvenais. C'était dans les jours qui ont suivi le diagnostic, quand les médecins nous ont dit que le cancer de Michel était en phase terminale. Il avait voulu tout mettre en ordre, s'assurer que les enfants seraient protégés s'il m'arrivait quelque chose à moi aussi. Il faisait confiance à sa sœur, et j'avais laissé faire. Ce document était pour les urgences, ai-je protesté, pour si je ne pouvais pas m'occuper d'eux. Je suis parfaitement capable d'être leur mère. Carole s'est approchée, se penchant comme pour partager un secret. Vraiment? Parce que le juge qui a signé l'autorisation pour le pensionnat ne semblait pas penser la même chose. Quel juge? De quoi tu parles? Elle a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels avec des sceaux judiciaires. Ma vue s'est brouillée tandis que j'essayais de comprendre ce que je voyais. J'ai demandé une évaluation de tes capacités en tant que mère, expliqua Carole, savourant clairement ma confusion. J'ai présenté des preuves, tes horaires de travail impossibles, la baisse des notes des enfants, les commentaires de leurs professeurs sur leur comportement distrait. C'est un mensonge, ai-je murmuré, bien que ma voix semble faible même à mes propres oreilles. Il n'y a eu aucune évaluation. Personne ne m'a interrogé. Personne n'a visité notre maison. Carole a haussé les épaules. Ce n'était pas nécessaire. La procuration me donnait une autorité suffisante pour demander des mesures provisoires. Et avec les bons rapports, la rage m'a submergée comme une vague. Tu as falsifié des rapports? Tu as menti à un juge? Son sourire n'a pas faibli. Disons que j'ai présenté les faits de manière favorable à ma requête. Et ça a marché. J'ai serré les poings, respirant profondément pour me calmer. Elle pensait qu'elle avait gagné. Mais elle ne savait pas ce que j'avais découvert la nuit dernière. « Je vais te poursuivre en justice », dis-je fermement. « Je me battrai pour mes enfants avec tout ce que j'ai. » Carole a éclaté de rire, rejetant la tête en arrière. C'était un rire froid, calculé, conçu pour que je me sente petite et impuissante. Avec quel argent, Isabelle? Avec quel contact? Tu crois qu'un tribunal te donnera raison face à moi? J'ai une maison parfaite, un travail respectable, du temps libre. Qu'est-ce que tu as, toi? Un appartement minuscule, des gardes interminables et des cernes permanents. Elle s'est approchée davantage, son haleine sentant le vin cher et une victoire anticipée. Tu ne peux rien faire. Il vaut mieux que tu l'acceptes. Les enfants iront bien. Tu pourras les voir pendant les vacances, peut-être. J'ai senti les larmes menacer de couler, mais j'ai refusé de lui donner cette satisfaction. À la place, je me suis levée lentement, j'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers la porte. « Ce n'est pas fini, Carole, » dis-je sans me retourner. « Tu ne sais pas de quoi je suis capable pour mes enfants. » Son rire m'a suivi jusqu'au couloir. Un rire qui disait clairement « J'ai déjà gagné ». Mais elle se trompait. Car la nuit dernière, désespérée et insomniaque, j'avais fait une découverte qui allait tout changer. Un testament caché, une vérité dissimulée. Incapable de dormir et désespérée, j'avais fouillé les documents de mon défunt mari la nuit précédente. Notre petite chambre s'était transformée en une mer de papiers, de dossiers et de souvenirs. Chaque document que je trouvais me transportait à un moment différent de notre vie commune. Notre certificat de mariage, les actes de naissance de Lucie et Mathieu, les titres de propriété de notre modeste appartement dans le quartier des 5 avenues. Les heures passaient, et l'aube commençait à poindre à la fenêtre quand mes doigts ont touché quelque chose d'inattendu au fond du dernier tiroir de son bureau. C'était un compartiment caché, à peine perceptible si on ne le cherchait pas exprès. Je l'ai ouvert avec des doigts tremblants, et j'ai trouvé une enveloppe scellée. Mon cœur a raté un battement en reconnaissant l'écriture de Michel à l'extérieur. À n'ouvrir qu'en cas d'extrême nécessité. Et qu'était-ce sinon une nécessité extrême? Mes enfants m'avaient été arrachés par la personne même qui aurait dû nous protéger. J'ai brisé le sceau avec précaution et j'ai extrait les documents. C'était son véritable testament, daté de 2 semaines après celui que Carole avait brandi au tribunal. Il était notarié, signé et attesté par 2 personnes, notre voisin, M. Martin, et le docteur Robin, l'oncologue qui avait traité Michel jusqu'à la fin. Les larmes ont jailli de mes yeux, tandis que je lisais les mots. Mon épouse, Isabelle, aura la garde exclusive et le pouvoir de décision sur nos enfants, sans ingérence d'aucun tiers, y compris ma sœur Carole. Je n'arrivais pas à y croire. Carole avait dissimulé ce document. Elle avait menti, manipulé et utilisé un testament caduc pour prendre le contrôle.
La page suivante contenait quelque chose d'encore plus révélateur. Une lettre manuscrite de Michel. « Chère Isabelle, si tu lis ceci, c'est que quelque chose a terriblement mal tourné. J'espère que tu n'auras jamais à trouver ces mots. Mais je te connais. Et je sais que s'il y a des problèmes, tu remueras ciel et terre pour les résoudre. Ces dernières semaines, j'ai remarqué des changements chez Carole. Son inquiétude pour les enfants semble s'être transformée en quelque chose de plus sombre, de plus possessif. Elle fait des commentaires sur la façon dont elle les élèverait, sur les opportunités qu'elle pourrait leur offrir que nous ne pouvons pas. Au début, j'ai pensé que c'était sa façon de gérer ma maladie. Mais maintenant, je crains qu'elle ait des projets pour quand je ne serai plus là. C'est pourquoi j'ai rédigé ce Nouveau Testament. Le précédent, dans lequel je lui donnais certains droits sur les enfants en cas d'urgence, est annulé. Je n'ai jamais voulu qu'elle ait un contrôle total sur Lucie et Mathieu, seulement qu'elle soit un soutien pour toi. Je connais ma sœur mieux que personne. Elle a toujours voulu ce que j'avais. Quand nous étions enfants, c'était mes jouets. Adultes, mon succès. Et maintenant, je crains que ce ne soient nos enfants. Non pas parce qu'elle les aime plus que toi, mais parce qu'ils représentent quelque chose qu'elle n'a jamais eu. Une famille à elle. Carole ne pourra jamais avoir d'enfants. C'est quelque chose que peu de gens savent, une blessure qui n'a jamais guéri. Mais cela ne lui donne pas le droit d'essayer de s'approprier les nôtres. Si jamais elle tente quelque chose, utilise ce document. Le docteur Robin et M. Martin ont promis de témoigner si nécessaire. J'ai aussi laissé une copie chez le notaire, maître Jacques Simon, rue Saint-Féréol. Il a pour instruction de te contacter si quelqu'un essaie d'exécuter le testament précédent. Je t'aime, Isabelle, et je te fais entièrement confiance pour élever nos enfants. Tu es plus forte que tu ne le penses. Toujours à toi, Michel. Les larmes coulaient librement maintenant, tachant le papier. Michel l'avait su. Il avait anticipé les intentions de sa sœur et avait pris des mesures pour nous protéger. J'ai passé le reste de la nuit à essayer de contacter le notaire, maître Jacques Simon. D'abord réticent à parler au téléphone, il a accepté de me voir de toute urgence lorsque j'ai mentionné le nom de Michel et les circonstances. L'étude du notaire se trouvait dans un vieil immeuble du centre de Marseille. Maître Simon, un homme d'une 60aine d'années avec des lunettes à monture épaisse et une expression sérieuse, m'a reçu avec une formalité qui s'est transformée en inquiétude en écoutant mon histoire. « Effectivement, » a-t-il confirmé après avoir vérifié ses archives, « votre mari a laissé une copie scellée de ce testament ici. Il m'a explicitement demandé de ne mentionner son existence à personne, surtout pas à sa sœur, à moins que vous ne veniez vous renseigner. Pourquoi ne m'avez-vous pas contacté lorsque l'autre testament a été présenté ?» ai-je demandé, confuse. Maître Simon a enlevé ses lunettes, se frottant les yeux fatigués. Parce que personne n'a formellement exécuté ce testament antérieur. S'il l'avait en fait par les canaux officiels, l'alerte aurait été donnée. Mais si votre belle-sœur a utilisé ce document directement avec un juge, en évitant le processus notarial complet, c'est exactement ce qu'elle a fait, ai-je confirmé. Elle a présenté des documents directement à un juge de ses amis. Le notaire a hoché la tête, son expression de plus en plus sombre. Alors nous sommes face à un cas grave d'escroquerie au jugement. Avec ce Nouveau Testament, nous pouvons demander une audience en référé. Le juge qui verra cela n'aura d'autre choix que d'invalider toute décision basée sur le testament antérieur. Je suis sortie de l'étude le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. J'ai passé la matinée à contacter un avocat et à programmer une audience d'urgence. Ce document changeait tout. Soudain, je n'étais plus sans défense. Je n'étais pas seule. J'avais la vérité. Et la vérité a un pouvoir, du genre qui brûle les mensonges comme le feu sur du papier. L'avocat, maître Rémy Blanchard, m'a reçu dans son cabinet cet après-midi-là. Il a examiné les documents avec soin, posant des questions occasionnelles, prenant des notes méticuleuses. « C'est de l'or en barre », a-t-il dit finalement, enlevant ses lunettes de lecture. Non seulement nous avons le testament légitime qui annule tout pouvoir que Carole croyait avoir, mais nous avons aussi la preuve de la préméditation dans la lettre de votre mari. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques ? Ai-je demandé, essayant de ne pas me faire trop d'illusions. Cela signifie que nous pouvons demander une ordonnance judiciaire immédiate pour que vos enfants rentrent à la maison et nous pouvons porter plainte contre votre belle-sœur pour falsification de documents, escroquerie au jugement et, potentiellement, enlèvement de mineurs. Le mot « enlèvement » a résonné dans ma tête. C'était exactement ce que Carole avait fait, mais l'entendre de la bouche d'un professionnel du droit le rendait encore plus réel,
plus terrifiant. Combien de temps tout cela prendra-t-il? Ma voix trahissait mon impatience, mon désespoir de retrouver mes enfants. L'ordonnance pour leur retour pourrait être prête demain si nous obtenons un juge de permanence ce soir. Le procès contre Carole prendra plus de temps, mais cela peut attendre. La priorité, ce sont les enfants. J'ai hoché la tête, ressentant pour la première fois depuis des jours une véritable lueur d'espoir. Faisons-le. Pendant que l'avocat commençait à rédiger les documents nécessaires, j'ai pensé à l'enveloppe cachée, à la prévoyance de Michel, à son amour qui continuait de nous protéger même après sa mort. « Merci », ai-je murmuré, comme s'il pouvait m'entendre. Cet après-midi-là, je suis retournée à l'appartement de Carole avec l'enveloppe à la main. Je n'avais plus peur, je ne me sentais plus impuissante. J'avais la vérité de mon côté, et j'étais prête pour l'affrontement qui allait changer nos vies pour toujours. Le moment où elle a perdu le contrôle. Je suis retournée à l'appartement de Carole cet après-midi-là, cette fois avec l'enveloppe à la main. Maître Blanchard m'avait conseillé d'attendre l'audience, mais mon cœur de mère ne pouvait supporter une minute de plus sans agir. Je devais voir son visage quand elle saurait que son plan s'était effondré. Le soleil de l'après-midi baignait les rues de Marseille d'une lumière dorée qui contrastait avec l'obscurité que j'avais ressentie pendant des jours. Les gens se promenaient, inconscients de mon drame personnel, profitant de la brise méditerranéenne. Un groupe d'enfants jouait sur la place voisine, leur rire me rappelant douloureusement Mathieu et ses parties de football improvisées. Quand je suis arrivée à l'immeuble de Carole, j'ai respiré profondément plusieurs fois avant de monter. Cette fois, je n'y allais pas en victime, mais comme la force imparable que j'étais devenue pour mes enfants. J'ai sonné avec détermination. Quelques minutes éternelles se sont écoulées avant que j'entende ses pas s'approcher. Elle a ouvert la porte avec le même sourire moqueur, mais il s'est évanoui dès qu'elle a vu ce que je tenais à la main. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, la voix tendue. « Je pense que tu le sais », dis-je calmement, en faisant un pas en avant sans attendre d'invitation. Cette fois, je ne resterai pas sur le seuil comme une visiteuse indésirable. Je suis entrée directement et je me suis dirigée vers le salon. Carole m'a suivie, sa confiance visiblement ébranlée. « Tu ne peux pas entrer comme ça chez moi. Comme tu es entrée dans ma vie pour emmener mes enfants ?» ai-je répliqué, en posant le testament sur la table basse en verre. Le contraste entre l'enveloppe jaunie et la surface immaculée semblait symboliser nos différences. Elle avec sa vie parfaitement ordonnée, moi avec mes vérités froissées, mais authentiques. Carole a pris l'enveloppe, l'a ouverte et a parcouru son contenu. J'ai vu son visage passer de la stupéfaction à la compréhension, et enfin, à la peur. Elle a laissé tomber les papiers, comme s'ils lui brûlaient les doigts. « Ce n'est pas vrai », a-t-elle murmuré. Mais ses yeux la trahissaient. Elle savait parfaitement que c'était authentique. Ses mains ont commencé à trembler. Je me suis approchée, ma voix basse et ferme. « Tu as menti. Tu as falsifié des documents légaux. Tu as enlevé mes enfants. Et maintenant, Carole, tu vas en subir les conséquences. » Ses genoux ont fléchi et elle s'est laissée tomber sur le canapé. Pour la première fois depuis la mort de Michel, j'ai vu de la peur dans ses yeux, pas de l'arrogance, pas de la cruauté, mais une peur réelle et paralysante. « Tu ne comprends pas », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je voulais seulement ce qu'il y a de mieux pour eux. Le meilleur ?» Ma voix s'est légèrement élevée. Les arracher à leur foyer? Les éloigner de leur mère? Mentir à un juge? Dans quel univers est-ce le meilleur pour mes enfants? Carole a passé une main tremblante dans ses cheveux, défaisant sa coiffure parfaite. C'était comme voir une façade s'effondrer, révélant la personne vulnérable en dessous. « Tu as toujours tout eu », dit-elle avec amertume. « Michel t'a choisi toi. Il t'a donné des enfants, une famille. Moi, je n'ai jamais pu. » Sa voix s'est brisée. J'ai ressenti une pointe inattendue de compassion. La lettre de Michel avait mentionné l'incapacité de Carole à avoir des enfants, une blessure qui n'avait jamais guéri. Mais la compassion ne signifiait pas le pardon. « Je comprends ta douleur, Carole. Vraiment. Mais ça ne justifie pas ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé, en regardant les documents éparpillés sur la table. La réalité de sa situation commençait à se dessiner sur son visage. « J'ai déjà contacté un avocat. Nous avons une audience en référé demain matin. Le juge ordonnera le retour immédiat de mes enfants. » Carole s'est levée d'un coup, un nouveau désespoir dans les yeux. « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne comprends pas ce que j'ai dû faire pour obtenir cette place dans le pensionnat. Les relations que j'ai utilisées, l'argent que j'ai dépensé,
Tu aurais dû y penser avant d'enlever mes enfants, ai-je répondu, en ramassant le testament. Et quant aux poursuites judiciaires auxquelles tu vas faire face? Des poursuites? Sa voix a monté d'une octave. Tu vas porter plainte contre moi, la sœur de ton mari? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Michel savait déjà ce que tu projetais de faire. C'est pour ça qu'il a rédigé ce testament. C'est pour ça qu'il m'a mise en garde contre toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Son visage a encore pâli. Je lui ai tendu la lettre de Michel. Elle l'a lue avec des mains tremblantes, ses yeux s'écarquillant à chaque ligne. Quand elle a terminé, les larmes coulaient librement sur ses joues. Il le savait, a-t-elle murmuré. Depuis tout ce temps, il le savait. Michel te connaissait mieux que personne, dis-je doucement. Il t'aimait, Carole, mais il savait aussi de quoi tu étais capable. Elle s'est de nouveau effondrée sur le canapé, toute son arrogance évaporée. Un instant, ce n'était qu'une femme brisée par ses propres actions. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» a-t-elle finalement demandé, la voix éteinte. Je me suis assise en face d'elle, gardant mon sang-froid. Je veux l'adresse exacte du pensionnat. Je veux le numéro de téléphone du directeur. Et je veux que tu appelles tout de suite pour leur dire qu'il y a eu une terrible erreur et que les enfants doivent être préparés pour rentrer à la maison demain. Carole a hoché la tête lentement, vaincue. C'est en Bretagne. Ça s'appelle le pensionnat Saint-Martin de Brocéliande. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché le numéro. Je l'ai trouvé en quelques secondes et je le lui ai passé. Appelle-les, maintenant. Avec des doigts tremblants, elle a composé le numéro. Quand ils ont répondu, sa voix était ferme, professionnelle, comme si elle avait encore le contrôle de la situation. Elle a expliqué qu'il y avait eu un malentendu juridique et que les enfants devaient être préparés pour rentrer avec leur mère le lendemain. Quand elle a raccroché, un silence gêné a rempli la pièce. Carole semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques minutes. « Sais-tu ce que c'est de ne pas pouvoir avoir la seule chose que tu désires vraiment ?» a-t-elle demandé finalement, sa voix à peine un murmure. « De voir ton frère fonder une famille parfaite pendant que tu restes seule. » Un instant, j'ai ressenti à nouveau cette pointe de compassion. Carole n'était pas un monstre, juste une femme brisée par sa propre douleur. Mais elle avait franchi une ligne impardonnable. Nous avons tous nos blessures, Carole. La différence réside dans la façon dont nous choisissons de les guérir. Tu as choisi la mauvaise voie. Je me suis levée pour partir, en ramassant les documents. À la porte, je me suis arrêtée et je me suis retournée vers elle. Le juge ordonnera une évaluation psychologique dans le cadre de la procédure. Je te suggère de chercher une aide professionnelle. Vraiment. Carole a levé les yeux, une ombre de son ancien orgueil brillant, faiblement. Vas-tu porter plainte ? J'ai soupiré. Malgré tout, elle était la sœur de Michel, la tante de mes enfants. Cela dépendra de ce qui se passera demain. Si mes enfants reviennent sans problème et si tu restes loin de nous, nous pourrions trouver un accord. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je suis sortie de l'appartement la tête haute, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Demain, je verrai mes enfants. Demain, nous commencerions à guérir. Alors que je descendais les escaliers, mon téléphone a sonné. C'était Rémi, mon avocat. « Isabelle, j'ai des nouvelles. Le juge de permanence nous recevra ce soir. Si tout se passe bien, nous pourrions avoir l'ordonnance pour ramener vos enfants dès demain. » « C'est déjà en marche, ai-je répondu, un sourire se formant sur mes lèvres pour la première fois depuis des jours. Carole a appelé le pensionnat. Il les prépare à la rentrée. « Excellent, dit Rémi, sa voix reflétant mon optimisme. Mais nous avons quand même besoin de cette ordonnance judiciaire. Je vous vois au tribunal dans 1 heure. » J'ai raccroché et j'ai regardé le ciel du crépuscule marseillais. « On rentre à la maison, mes petits, ai-je murmuré. Maman vient vous chercher. La justice commence à tourner. Le palais de justice de Marseille était imposant à la lumière du crépuscule. Ses colonnes projetaient de longues ombres sur la place, tandis que je montais les marches aux côtés de Rémi. À l'intérieur, les couloirs étaient presque vides. La plupart des fonctionnaires et des avocats avaient terminé leur journée. Nos pas résonnaient contre le marbre, l'écho amplifiant ma nervosité. « C'est le juge Morel », expliqua Rémi pendant que nous attendions devant le bureau. Il a la réputation d'être strict mais juste. Il ne se laisse pas facilement impressionner par les influences ou les contacts. C'est une bonne nouvelle pour nous. J'ai hoché la tête, serrant le dossier avec les documents contre ma poitrine comme un bouclier. À l'intérieur se trouvait le testament de Michel, la lettre manuscrite, les rapports du notaire Maître Simon,
confirmant l'authenticité des documents, et une plainte formelle contre Carole pour falsification et enlèvement de mineurs. La porte s'est ouverte et une greffière nous a invités à entrer. Le bureau était austère, mais élégant, avec des étagères remplies de codes juridiques et une fenêtre donnant sur la place. Derrière un bureau en bois sombre se tenait le juge Morel, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux lunettes à monture fine. « Madame Vega, maître Blanchard », nous a-t-il salué d'un geste. « Je comprends que nous avons une affaire urgente concernant la garde de 2 mineurs. »« C'est exact, monsieur le juge », commença Rémi, présentant formellement le cas. Pendant que mon avocat expliquait la situation, j'ai remarqué que la porte s'ouvrait à nouveau. Carole est entrée, accompagnée d'un homme en costume que j'ai supposé être son avocat. Elle avait l'air pâle mais composée, comme si elle avait retrouvé une partie de son aplomb dans les heures qui s'étaient écoulées depuis notre confrontation. Nos regards se sont croisés brièvement. Il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux, mais pas de remords non plus. Seulement une détermination froide qui m'a inquiétée. J'avais peut-être sous-estimé sa capacité à rebondir. « Madame Torres », dit le juge, surpris. « Je n'attendais pas votre présence ce soir. J'ai été informée de cette audience d'urgence, monsieur le juge, » répondit Carole d'une voix sereine. En tant que partie concernée, j'ai considéré qu'il était de mon devoir d'être présente. Le juge a hoché la tête et lui a indiqué de s'asseoir. L'atmosphère dans la salle s'est immédiatement tendue. « Poursuivez, maître Blanchard », indiqua le juge. Rémi a présenté les documents un par un, expliquant méticuleusement leur pertinence. Le testament authentique, la lettre de Michel, la certification notariale, les bulletins scolaires des enfants qui prouvaient que, contrairement à ce que Carole avait affirmé, leurs résultats scolaires étaient normaux. Comme vous pouvez le voir, monsieur le juge, a conclu Rémi, Madame Torres a obtenu la garde temporaire des mineurs au moyen de documents frauduleux et de fausses déclarations. Nous demandons une ordonnance immédiate pour le retour des enfants à leur domicile avec leur mère, ainsi que des mesures conservatoires à l'encontre de Madame Torres. Le juge Morel a examiné les documents avec une expression grave. Quand il est arrivé à la lettre manuscrite de Michel, il s'est arrêté particulièrement, la lisant avec attention. « Madame Torres », dit-il finalement, en regardant Carole par-dessus ses lunettes. « Qu'avez-vous à dire sur ces accusations ?» L'avocat de Carole s'est penché en avant. « Monsieur le juge, ma cliente a agi de bonne foi, croyant qu'elle avait l'autorité légale basée sur un testament antérieur signé par son défunt frère. Elle ignorait l'existence de ce nouveau document. « Est-ce vrai, Madame Torres ?» a demandé le juge directement à Carole. Carole a gardé son sang-froid, mais j'ai pu voir le léger tremblement de ses mains. « Oui, monsieur le juge. J'ai agi en pensant au bien-être de mes neveux. Leur mère a des difficultés depuis la mort de mon frère. Les enfants avaient besoin de stabilité. Cela ne répond pas à ma question, » a insisté le juge. « Ignoriez-vous l'existence de ce testament postérieur ?» Un silence tendu a rempli la salle. Carole a regardé brièvement son avocat, qui a hoché la tête presque imperceptiblement. « Je l'ignorais, monsieur le juge », a menti Carole, sa voix presque convaincante. C'est alors que le juge Morel a fait quelque chose d'inattendu. Il a sorti une enveloppe de son tiroir et l'a posée sur la table. « Madame Torres, ceci est arrivé à mon bureau il y a environ 1 an. C'est une lettre de votre frère, Michel Vega, datée d'1 semaine avant son décès. » La couleur a quitté le visage de Carole. Même son avocat a semblé surpris. « Dans cette lettre, » a poursuivi le juge, « Monsieur Vega exprime son inquiétude quant aux actions possibles que vous pourriez entreprendre concernant ses enfants après sa mort. Il m'a demandé de conserver cette lettre et de ne la révéler que si un conflit de garde survenait entre vous et son épouse. » La salle était restée dans un silence absolu. J'ai senti mon cœur s'arrêter 1 seconde. Michel avait été encore plus prévoyant que je ne l'imaginais. Il avait protégé notre famille sous tous les angles possibles. « Puis-je voir cette lettre, monsieur le juge ?» a demandé l'avocat de Carole, visiblement mal à l'aise. « Bien sûr », a répondu le juge, en lui tendant le document. « Mais je peux vous dire d'avance qu'elle confirme point par point ce que Madame Vega a présenté aujourd'hui. » Carole semblait s'être recroquevillée sur son siège. Sa façade de calme s'effritait à vue d'œil. Quand son avocat lui a passé la lettre, elle a à peine pu la tenir. « Michel a toujours été très méticuleux, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Le juge Morel s'est adressé à moi. « Madame Vega,
Sur la base de la documentation présentée et de cette lettre qui était déjà en ma possession, je n'ai aucun doute sur votre droit à la garde exclusive de vos enfants. Je vais émettre immédiatement une ordonnance pour que les mineurs soient remis sous votre garde. Le soulagement m'a submergé comme une vague chaude. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Merci, monsieur le juge, ai-je réussi à articuler. Quant à vous, madame Torres, a poursuivi le juge en se tournant vers Carole, il y a suffisamment d'indices pour enquêter sur une éventuelle fraude et une ingérence dans la garde. Vous êtes tenu de révéler immédiatement l'emplacement exact des mineurs et de faciliter leur retour. Carole a hoché la tête lentement, vaincue. Ils sont au pensionnat Saint-Martin de Brocéliande, en Bretagne, a-t-elle confirmé. J'ai déjà appelé pour informer que leur mère ira les chercher. Bien, a dit le juge en prenant des notes. Je vais émettre une ordonnance officielle qui devra être remise au directeur du pensionnat. Et maintenant, madame Torres, je dois vous avertir de vous abstenir de tout contact avec les mineurs ou avec madame Vega jusqu'à ce que l'enquête soit résolue. Carole a pleuré alors, ouvertement et pathétiquement. Je ne voulais pas faire de mal, a-t-elle sangloté. Je voulais seulement ce qu'il y a de mieux pour eux. Je l'ai regardée, et pour la première fois, j'ai ressenti plus de pitié que de rage. Elle avait perdu son frère, et maintenant elle allait aussi perdre ses neveux. Sa solitude auto-imposée serait sa plus grande punition. L'audience est terminée, a déclaré le juge. L'ordonnance sera prête dans 30 minutes. Madame Vega, vous pouvez la récupérer au greffe et partir pour la Bretagne immédiatement si vous le souhaitez. Merci, monsieur le juge, ai-je répondu, ressentant un mélange de soulagement et d'anticipation. Pendant que nous rassemblions nos affaires, Carole s'est approchée de moi. Son avocat a essayé de la retenir, mais elle l'a ignorée. « Isabelle, dit-elle à voix basse, je sais que tu ne me croiras pas, mais je pensais vraiment que je faisais ce qu'il fallait. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Peut-être le croyais-tu, mais ce qu'il fallait faire, c'était m'aider, pas m'enlever mes enfants. Michel disait toujours que tu étais plus forte que tu n'en avais l'air, murmura-t-elle. Il avait raison. Je n'ai pas su quoi répondre à cela. Une partie de moi voulait lui crier dessus, lui rappeler toute la douleur qu'elle m'avait causée. Mais une autre partie, peut-être celle que Michel avait aimée, voulait juste clore ce chapitre et se concentrer sur la récupération de mes enfants. « Au revoir, Carole », dis-je simplement, et je m'éloignai avec Rémi vers le greffe. Une demi-heure plus tard, avec l'ordonnance judiciaire dans mon sac et l'adresse du pensionnat sur mon téléphone, je suis montée dans la voiture que Rémi avait louée pour moi. Le voyage vers la Bretagne prendrait près de 10 heures, mais je conduirai toute la nuit s'il le fallait. « Voulez-vous que je vous accompagne » a offert Rémi. J'ai secoué la tête. C'est quelque chose que je dois faire seule. Mais merci, pour tout. Alors que je quittais Marseille en direction du nord, le crépuscule laissait place à un ciel étoilé. J'ai pensé à Michel, à sa prévoyance, à son amour qui continuait de nous protéger même après sa mort. Et j'ai pensé à mes enfants, qui seraient bientôt de nouveau dans mes bras. J'arrive, ai-je murmuré à la nuit. Maman est en route. Reconstruire ce qu'elle a tenté de briser 3 jours plus tard, je me tenais devant les portes imposantes du pensionnat Saint-Martin de Brocéliande, le cœur battant à tout rompre, et les larmes menaçant de couler. Le voyage avait été plus long que prévu. Une tempête dans le centre de la France avait obligé à fermer plusieurs routes, me forçant à faire des détours, et à passer une nuit dans un petit hôtel de Tours. Le pensionnat était un bâtiment en pierre grise qui se dressait majestueusement au milieu de pins centenaires, avec vue sur le lac de Guerlédan. En d'autres circonstances, j'aurais pu apprécier sa beauté austère, la paix qui émanait de l'environnement naturel. Mais je ne pouvais penser qu'à mes enfants, enfermés entre ces murs pendant des jours, confus et probablement effrayés. La directrice du centre, Madame Hélène Fournier, avait été coopérative depuis qu'elle avait reçu l'ordonnance judiciaire. Elle m'attendait à l'entrée, une femme d'une 60aine d'années avec un chignon serré et une expression sévère, mais pas méchante. « Madame Vega », me salua-t-elle avec formalité. « Les enfants sont prêts. Je dois dire que cela a été une situation inhabituelle. »« Comment vont-ils » ai-je demandé, incapable de contenir mon anxiété. « Leur avez-vous expliqué ce qui se passait ?» Madame Fournier a soupiré. « Nous leur avons dit que leur mère viendrait les chercher. Nous ne sommes pas entrés dans les détails des circonstances. Ce sont de bons enfants,
très poli. La fille a posé beaucoup de questions. Le petit garçon était plus silencieux. Typique de Lucie, toujours à questionner, toujours à chercher des réponses. Et Mathieu, introverti comme son père, gardant ses inquiétudes pour lui. Puis-je les voir maintenant ? Ma voix tremblait légèrement. La directrice a hoché la tête et m'a conduite à travers une cour pavée. Quelques élèves en uniforme bleu marine nous regardaient avec curiosité. Je me suis demandé si mes enfants portaient aussi cet uniforme, s'ils avaient eu le temps de s'adapter à cette nouvelle routine que Carole avait imposée à leur vie. Madame Fournier m'a emmenée dans une petite salle de visite avec des fenêtres donnant sur le lac. « Attendez ici », dit-elle. « Je vais les chercher. » Les minutes qui ont suivi ont été une éternité. J'ai parcouru la pièce d'innombrables fois. J'ai ajusté mes vêtements. Je me suis assurée que mes yeux ne montraient pas la fatigue du voyage. Je voulais paraître forte pour eux, sûre de moi. Et puis la porte s'est ouverte. « Maman !» Le cri de Lucie a résonné dans la pièce alors qu'elle courait vers moi, son sac à dos rebondissant sur son dos. Derrière elle, Mathieu avançait plus lentement, son visage un mélange de soulagement et de confusion. Je me suis agenouillée, ouvrant mes bras pour les recevoir. Lucie s'est jetée contre moi avec une telle force qu'elle a failli me faire tomber en arrière. Son petit corps tremblait contre le mien, alors qu'elle me serrait comme si elle craignait que je ne disparaisse. « On ne comprenait pas pourquoi on était ici », s'exclama-t-elle, sa voix étouffée contre mon épaule. « Tante Carole a dit que c'était une surprise, que tu viendrais plus tard. Mais les jours passaient et tu n'arrivais pas. » Mathieu s'est approché alors, ses grands yeux sérieux fixés sur moi. « On rentre à la maison maintenant ?» demanda-t-il à voix basse, serrant son sac à dos contre sa poitrine comme un bouclier. J'ai hoché la tête, incapable de parler tandis que je les serrais tous les deux contre moi, les respirant comme s'ils étaient de l'air même. Ils sentaient différemment, le savon institutionnel et les uniformes neufs, mais en dessous se trouvait l'odeur incomparable de mes enfants, de mon foyer. « Oui, mon chéri. » Ai-je réussi à articuler finalement. On rentre à la maison. Tout de suite. Madame Fournier nous observait depuis la porte avec une expression difficile à déchiffrer. « Leurs affaires sont prêtes », informa-t-elle. « Si vous pouviez signer ces documents de sortie. » Pendant que je remplissais la paperasse nécessaire, Lucie ne s'est pas éloignée de moi d'un centimètre, s'accrochant à mon bras comme si elle craignait d'être à nouveau séparée de moi. Mathieu, plus réservé, est resté près de moi, ses yeux parcourant la pièce comme pour mémoriser chaque détail afin de pouvoir le raconter plus tard. « Est-ce que tante Carole est fâchée contre nous ?» a-t-il demandé soudainement, me surprenant par sa perspicacité. « Non, mon chéri », ai-je répondu avec précaution. Tante Carole a fait une erreur. Elle pensait qu'elle faisait ce qu'il fallait, mais elle ne m'a pas consultée comme elle aurait dû. Elle a dit que tu étais très occupée, a ajouté Lucie en fronçant les sourcils. Que tu travaillais trop et que tu ne pouvais pas bien t'occuper de nous. J'ai ressenti une pointe de douleur en entendant comment Carole avait manipulé mes propres enfants. Parfois, je travaille beaucoup, c'est vrai, ai-je admis. Mais j'ai toujours du temps pour vous. Vous êtes la chose la plus importante dans ma vie. La paperasse terminée, Madame Fournier nous a accompagnés jusqu'à la sortie. J'ai été surprise quand, avant de nous dire au revoir, elle s'est penchée pour parler directement aux enfants. « Vous avez été des élèves exemplaires ces quelques jours », leur a-t-elle dit avec un sourire qui adoucissait son visage sévère. « J'espère que vous garderez de bons souvenirs de Saint-Martin, malgré les circonstances. » Lucie a hoché la tête poliment, mais Mathieu a osé demander « On pourra revenir un jour, juste en visite. J'aime bien le lac. » Madame Fournier a ri doucement. « Bien sûr, les portes vous seront toujours ouvertes. » Avec les sacs à dos des enfants dans le coffre et eux attachés sur les sièges arrière, nous avons entrepris le long voyage de retour vers Marseille. Pendant que je conduisais, Lucie a parlé sans arrêt, me racontant chaque détail de son bref séjour au pensionnat. Les cours, les camarades, la nourriture, rien à voir avec la tienne, maman, les chambres froides et les salles de bain communes. Mathieu, en revanche, est resté silencieux pendant la première heure, regardant par la fenêtre les paysages changeants. Ce n'est que lorsque nous nous sommes arrêtés pour manger sur une aire de service qu'il s'est finalement ouvert. « Je pensais que tu ne voulais plus de nous », a-t-il avoué, alors que nous partagions un sandwich. Mon cœur s'est serré. « Pourquoi as-tu pensé ça, mon amour ?» Il a haussé les épaules, ses petites épaules qui portèrent des soucis trop lourds pour son âge. Tante Carole a dit qu'on avait besoin de discipline, que tu ne pouvais pas nous en donner parce que tu étais triste à cause de papa.
J'ai respiré profondément, contenant la rage qui remontait envers Carole. « Écoutez-moi bien, Mathieu, et toi aussi, Lucie. » J'ai pris leurs mains dans les miennes. Oui, parfois je suis triste parce que papa me manque. Et oui, parfois je suis fatiguée à cause du travail. Mais jamais, au grand jamais, je ne voudrais m'éloigner de vous. Vous êtes toute ma vie. Alors pourquoi tante Carole nous a emmenés ? A insisté Lucie. Parce que j'ai cherché les mots justes, quelque chose qu'ils pourraient comprendre sans les charger de tout le poids de la vérité des adultes. Parce que tante Carole est triste aussi à sa manière. Papa lui manque, et elle a pensé qu'elle pouvait mieux s'occuper de vous que moi. Elle s'est trompée, et maintenant elle le sait. On la reverra ? A demandé Mathieu. C'était une question compliquée. Légalement, Carole faisait face à de graves accusations. Personnellement, je n'étais pas sûre de pouvoir lui pardonner un jour. Mais ils étaient ses neveux, et une partie de moi savait que, malgré ses méthodes terribles, elle les aimait vraiment. Peut-être, un jour, ai-je répondu sincèrement, quand les choses se calmeront. Mais pour l'instant, ce ne sera que nous trois, d'accord ? Ils ont tous les deux hoché la tête, et j'ai pu voir le soulagement dans leurs yeux. Bien qu'ils aiment leur tante, le lien avec leur mère était plus fort, plus essentiel. Le reste du voyage s'est déroulé entre conversations, silence confortable et quelques chansons. Quand nous sommes finalement arrivés à Marseille, la nuit tombait déjà. Les lumières de la ville nous ont accueillis, familières et réconfortantes. En entrant dans notre appartement, tout semblait différent. Pas parfait, non. Le deuil de Michel était toujours présent sur les photographies au mur, dans les espaces vides que son absence avait laissés. Mais c'était chez nous, en sécurité. « Je peux dormir avec Lucie cette nuit ?» a demandé Mathieu pendant que je préparais le dîner. La demande m'a surprise. D'habitude, il insistait pour dormir seul, pour prouver qu'il était déjà grand. « Bien sûr, si Lucie est d'accord. » Ma fille a acquiescé avec enthousiasme. « On peut faire une cabane avec des draps dans ma chambre, » a-t-elle proposé. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai vu mon petit garçon sourire vraiment. Cette nuit-là, après un dîner simple mais rempli de conversations et de rires timides, j'ai bordé mes enfants dans la tente de fortune qu'ils avaient construite dans la chambre de Lucie. Je leur ai lu une histoire, comme au bon vieux temps, et je les ai embrassés tous les deux avant d'éteindre la lumière. « Maman ?» La voix de Lucie m'a arrêtée à la porte. « Oui, ma chérie ? On t'aime. Très très fort. Et moi aussi je vous aime. Plus que tout au monde. » En fermant la porte, la laissant juste entr'ouverte comme ils aimaient, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des semaines. J'avais affronté la trahison et la cruauté, mais j'avais récupéré ce qui comptait le plus. Et Carole, elle, ferait face à la justice. Mais j'avais mes enfants, et c'était la seule victoire dont j'avais toujours eu besoin. Dans la cuisine, en lavant la vaisselle, j'ai remarqué la lettre de Michel que j'avais gardée dans ma poche. Je l'ai sortie et l'ai relue à la lumière tamisée. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » J'ai souri, en séchant une larme solitaire. Il avait raison, comme toujours. J'étais forte, plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Et tandis que mes enfants dormaient en sécurité sous notre toit, je savais que nous pourrions affronter n'importe quelle tempête à venir, ensemble. Cette bataille était terminée, mais la vie continuerait d'apporter des défis. Ils devraient se réadapter à la routine, digérer ce qui s'était passé, peut-être même gérer des sentiments confus envers leur tante. Je devrais mieux équilibrer le travail et la maison. Peut-être chercher de l'aide sans crainte d'être jugée, mais ce serait pour demain. Ce soir, je me suis permis d'être simplement reconnaissante de les avoir retrouvés, pour la famille que nous avions préservée malgré tout. J'ai regardé par la fenêtre le ciel étoilé de Marseille. « On a réussi, Michel », ai-je murmuré. « Nous les avons protégés. » Et quelque part, peut-être, il souriait.